Pourquoi s'en intéresser à la Chine? Bon, je vais très rapide parce que je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est maintenant une économie au cœur des chaînes de valeur du capitalisme mondialisé. C'est aussi les augmentations des tensions avec les États-Unis. Bon, des commentateurs parlent de la Troisième Guerre mondiale à venir, de nouvelles guerres froides déjà présentes. En tout cas, un contexte de rivalité inter-impérialiste qui augmente. C'est aussi quelques défis d'analyse pour nous, de comprendre comment un pays semi-colonial, soumis à l'impérialisme, a pu devenir une puissance économique majeure en quelques dizaines d'années. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, voire même on l'a vu qu'une fois pour l'instant. Comment c'est aussi la plus importante classe ouvrière au niveau mondial, et donc une force sociale à même de contribuer au renversement du capitalisme s'il en faut. Pour poser quand même le contexte sur les bouleversements qu'a pu connaître la Chine, juste très très rapidement, bon, je ne sais pas si on voit très bien les slides, mais deux photos. C'est une ville en fait du nord-ouest de la Chine en 1930. Donc bon, je vous ai la photo parce qu'on la voit pas très bien, mais c'est quasiment un cœur rural. Et maintenant en 2016, uniquement un paysage de gratte-ciel. Encore plus, disons, symptomatique, Chengdu, donc c'est au centre de la Chine en 94 puis en 2016, même transformation en fait en du coup une vingtaine d'années. C'est de la traduction c'est l'importance de l'économie de la Chine et de son ampleur en fait, des bouleversements. C'est le fait que la Chine est quand même devenue, alors bien sûr on peut tout à fait critiquer l'indicateur du PIB, mais le deuxième PIB mondial aujourd'hui, donc en 30 ans, donc la Chine c'est la courbe en rouge. Aussi peut-être encore plus significatif, le fait que si on prend les 500 plus grandes entreprises mondiales, il y en a 124 qui sont chinoises. Et c'est la Chine qui est devenue le leader mondial sur le sujet. Les infrastructures en Chine elles sont énormément développées. Entre 2011 et 2013 par exemple, la Chine a utilisé plus de ciment que les États-Unis tout au long du XXe siècle. Et c'est des villes ultra modernes, connectées, etc. Bien sûr, si on prend le PIB par habitant, la Chine recule au 72e rang, il y a des inégalités importantes, etc. Mais en termes de développement de l'économie et du capitalisme en Chine, le constat est indéniable. Donc on va dans une première partie revenir sur ces évolutions de l'économie chinoise, comme on essaie de comprendre en fait cet essor ultra important, puis ensuite revenir sur la place aujourd'hui de la Chine dans le monde et ce contexte de tension inter-impérialiste, ce qui nous permettra aussi d'aborder la question de Taïwan. Et enfin, on reviendra dans une partie plus conclusive sur les perspectives politiques qu'on peut aussi en tirer, dans un contexte où on parle souvent de crise économique en Chine, mais aussi quelles perspectives de lutte on peut y trouver aujourd'hui en Chine, même si bien sûr les données qu'on a sont toujours en fait relativement faibles, parce qu'on n'a pas de données forcément de première main sur ce qui se passe en Chine de manière très fine. Donc je vais revenir tout de suite sur comment la Chine en fait est passée de l'usine du monde au rival, disons, numéro 1 des États-Unis aujourd'hui. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la Chine de 1949, mais l'histoire commence quand même un peu là, sur la prise de pouvoir par le Parti communiste chinois et son appareil militaire, en s'appuyant essentiellement sur les campagnes, pas du tout pour instaurer le communisme, mais en tout cas dans une tentative de sortir des griffes de l'impérialisme japonais occidental avec un État particulièrement fort. L'État chinois prend à ce moment-là en main quasiment l'intégralité de l'économie, promeut une forme de développement national autocentré suite à quasiment un siècle de domination par l'impérialisme occidental. Ça s'accompagne d'un discours socialisant pour trouver un appui dans la population, et l'État chinois joue aussi à ce moment-là de la rivalité entre les deux blocs, donc de l'Est et de l'Ouest, pour essayer de se développer. Suite à cette période maoïste, le grand changement va s'opérer à la fin des années 70 avec des réformes structurelles de l'économie chinoise qui l'ont progressivement ouverte au monde et intégrée de plus en plus en profondeur dans les chaînes de valeur mondiales de l'économie. Cette évolution, on doit la remettre dans le contexte du changement de politique des États-Unis à partir du milieu des années 70. C'est le contexte du bourbier du Vietnam, et les États-Unis cherchent aussi à ce moment-là un nouveau relais en Asie qui peut être joué contre l'URSS. Donc on a un rapprochement diplomatique sensible entre les États-Unis et la Chine, qui donne lieu également à une coopération économique accrue à partir de ces années-là. Sur le plan économique, les années 70, c'est aussi une période de crise économique où les capitaux occidentaux cherchent de nouvelles sources de profit et commencent de vastes plans de délocalisation de la production dans des pays, notamment à faible coût salarial. Pourquoi en Chine? C'est un prétendant en fait excellent, avec une main-d'œuvre nombreuse, relativement qualifiée, en fait, dès ce moment-là, faiblement rémunéré et en plus, cerise sur le gâteau, tenu du main de fer par le régime dictatorial chinois. De plus, l'ère maoïste a permis, dans les conditions
qu'on connaît en termes voilà, sur la population, etc., de développer une forme de savoir-faire industriel, une industrie lourde, une industrie aussi d'extraction des matières premières. C'est pas un pays en fait qui part de zéro en termes d'industrialisation à ce moment-là. Les capitalistes du monde entier ont également des vues sur l'énorme potentiel du marché intérieur chinois pour écouler leurs marchandises. De son côté, l'État chinois, lui, il trouve la possibilité, d'une part, de trouver des sources massives de capitaux et met en place, du coup, un vaste plan de réforme économique afin de les attirer. Il crée ce qu'on appelle les zones économiques spéciales, notamment sur la côte chinoise, qui donnent lieu à des exonérations de douane, des baisses d'impôts, avec un accès privilégié au capital pour exploiter des centaines d'ouvriers, de millions d'ouvriers migrants qui partent des campagnes pour venir s'embaucher en fait sur cette côte qui va être vraiment le départ de cette forte industrialisation à ce moment-là. Les flux de capitaux, au début, ils viennent surtout en fait des bourgeois chinois émigrés qui étaient partis à Taïwan et à Hong Kong après 1949, parce que les capitalistes occidentaux au début sont relativement prudents sur à quel point ils ne vont pas se faire avoir dans l'affaire, avant que les grandes firmes occidentales, rassurées sur ce point-là, y investissent massivement en y générant des profits considérables. Ils s'accommodent bien sûr très bien de la dictature et de la répression, à l'instar du massacre de Tiananmen en 89. C'est même après ce massacre-là où on a un redoublement en fait, des flux de capitaux en direction de la Chine dans les manufactures. À ce moment-là, l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale, elle se fait comme sous-traitante de l'industrie occidentale dans des produits surtout à faible valeur ajoutée. C'était Chine Usine du Monde qui produit des textiles, des jouets et qui va les exporter dans des produits plutôt de faible qualité dans l'intégralité du monde. Les droits de douane diminuent de moitié entre 1998 et 2007. C'est l'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001. La partie la plus importante de la plus-value est captée par les entreprises occidentales, mais cette ouverture va aussi profiter, du moins jusqu'à un certain point, à la bourgeoisie chinoise et à son État. Et on va avoir aussi une forme d'accumulation du capital chinois. Dans les années 90-2000, on observe ainsi l'ascension de capitalistes privés, issus pour beaucoup en fait, des rangs de l'appareil d'État, qui vont profiter de leurs liens dans les hautes sphères du régime chinois pour à leur tour accumuler des richesses considérables. Pour la bourgeoisie chinoise et son État, en fait, l'idée est de profiter de cette ouverture économique tout en résistant à la domination des grandes puissances impérialistes et aux lois du marché capitaliste mondial. Pour ça, en fait, l'élément clé qui a fait que la Chine a pu résister à ces pressions-là, à cette domination-là et tirer son épingle du jeu, ça a été notamment, et peut-être principalement, le dirigisme étatique de l'économie chinoise qui va doter la bourgeoisie chinoise, d'un point de vue collectif, d'un outil de défense de ses intérêts en fait, très affûté. Les acteurs clés de l'économie aujourd'hui restent contrôlés par l'État, ou bien directement sous la forme de grandes entreprises publiques, même si tout un tas d'entreprises ont été privatisées, en fait, il reste des gros mastodontes publics qui vont orienter une bonne partie de l'économie, ou alors indirectement via un contrôle serré sur les entreprises privées et leur développement. Ces entreprises d'État, c'est le fer de lance de la politique économique du PCC, et elles vont servir d'aiguillon avec un secteur financier public très développé, par exemple avec des sociétés d'investissement sur la construction urbaine, des fonds de pilotage pour l'innovation, etc. Ça ne veut pas dire que l'initiative privée n'est pas permise, au contraire, ce que je disais, vous avez des capitalistes chinois qui sont enrichis à milliards, mais ils peuvent aussi être attrapés par la patrouille si trop de velléité d'autonomie. L'exemple le plus célèbre, c'est certainement le patron d'Alibaba, qui s'appelle Jack Ma, qui à un moment donné disait oui, il faudrait quand même un peu réformer le marché financier pour le libéraliser, etc. Après, il a disparu pendant 6 mois, et depuis, en fait, il est revenu dans le rang d'un coup, quoi. Pour comprendre un peu tout ça, il y a un livre qui est pas mal de Desmond Chum, qui est un capitaliste chinois, pareil, dont la famille vient de Hong Kong, qui revient investir en Chine parce qu'il a des liens privilégiés avec l'ancien premier ministre chinois, donc il a accès à plein de marchés publics, il s'enrichit à fond, mais après, en fait, il est proche d'un clan qui tombe en disgrâce, et donc lui-même, en fait, se fait alpaguer, et depuis, en fait, ne veut plus retourner en Chine et a perdu une partie de sa fortune. Je pense que ça va, il ne vit pas dans un taudis quand même, mais ça montre quand même à quel point on a un enrichissement considérable des capitalistes privés, mais un État en fait qui reste assez fort sur le contrôle en fait dès qu'il y a des tensions qui se créent dans l'économie. D'ailleurs, ces dernières années, on note un renforcement encore accru du Parti communiste chinois sur les entreprises privées. En gros, il y a des cellules du Parti communiste chinois dans chaque entreprise qui, à un moment donné, étaient là un petit peu pour la galerie, j'exagère, mais quasiment, mais de moins en moins, et notamment un droit de regard sur ce qui est le recrutement, etc., quoi. Et dans les faits, les projets économiques aujourd'hui vont associer très souvent
entreprises publiques, entreprises privées, avec ce réseautage important. Il y a même un mot chinois qui dit ça s'appelle le guanxi, pour accéder aux énormes mannes du financement public. Avec des entreprises privées qui vont aussi compter souvent une partie de capital étranger, qui va s'investir dans les grosses entreprises privées chinoises. Conséquent de tout ça, c'est qu'on a eu le développement donc, de grands groupes chinois dans plein de secteurs. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais moutons, porc, poisson, riz, coton, pommes de terre, thé, étain, fer, or, phosphate, zinc, titane. Ça, disons, c'est matières premières agroalimentaires, mais aussi en fait dans tout un tas d'industries ou de secteurs industriels à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Et ça va être ça en fait l'évolution, disons, la plus récente dans l'économie chinoise. On a assisté ainsi à un développement de l'économie chinoise et pas qu'au bénéfice de capitaux étrangers, avec des intérêts de la bourgeoisie chinoise qui, à partir de là, ne vont plus être si concordants que ça avec ceux des bourgeoisies occidentales, comme la Chine va chercher à sortir de sa seule place de sous-traitante de l'industrie manufacturière mondiale pour devenir, en quelque sorte, une concurrente directe, à la fois sur son marché intérieur et encore, a fortiori, au niveau mondial. L'objectif du point de vue de l'État chinois et de sa bourgeoisie a été, en fait, de quelque sorte, de remonter les chaînes de valeur pour capter une plus grande partie de la plus-value en s'appuyant sur le marché intérieur, mais aussi en fait sur les excédents commerciaux dégagés depuis des dizaines d'années, afin d'être moins soumis aux investissements et aux décisions des multinationales occidentales. Ça lui a, en fait, c'est les profits des excédents commerciaux qui ont permis une telle montée en gamme et de mettre sur pied et contrôler des filières industrielles en fait, de A à Z. Donc la Chine aujourd'hui s'est ultra développée dans des secteurs technologiques avancés, alors que le poids des usines d'assemblage et textiles, il n'a pas disparu, mais il est devenu moindre dans l'économie. Tout ça en fait est résumé dans un plan qui s'appelle en 2015 qui s'appelle Made in China 2025 qui montrait les velléités de leadership chinois dans le domaine technologique et soutenir cette montée en gamme de l'économie chinoise afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies étrangères, développer des secteurs stratégiques comme le numérique, le robotique, l'intelligence artificielle, etc. En quelque sorte, aujourd'hui, l'industrie chinoise elle va des mines de charbon jusqu'aux usines ultramodernes avec des ingénieurs surdiplômés, en passant par des ateliers de textile avec des machines à coudre où les conditions, disons, c'est juste, les gens travaillent beaucoup pour produire avec des salaires de misère. Ouais, je crois que ça marche plus. Ça marche, non, bon. Je peux continuer sans micro, c'est pas grave. Juste un exemple, et après je passerai la parole à Aurélien, c'est l'exemple du marché des voitures électriques. Qui est particulièrement éclairant. Aujourd'hui, la Chine, c'est à la fois le premier marché au monde en termes de voitures écoulées, mais c'est aussi le premier producteur. Et enfin, surtout, c'est peut-être la donnée la plus importante ici, le premier exportateur. La Chine, en fait, est devenue un leader mondial, avant tout dans le véhicule électrique. En fait, ils se sont dit, le véhicule thermique, on a pris trop de retard dans les technologies, etc. On va tout miser sur le véhicule électrique. Et en fait, c'est plus Tesla qui est la plus grande entreprise automobile électrique aujourd'hui. Depuis le dernier trimestre 2023, c'est BYD, donc une entreprise chinoise. En fait, c'est assez symptomatique parce qu'on a vraiment dans ce secteur-là un contrôle de la chaîne de valeur de la batterie, par exemple de A à Z. Les matières premières clés, le raffinage, les usines de batterie, les usines automobiles, les infrastructures de recharge aussi derrière pour les véhicules électriques. C'est aussi très symptomatique du rôle de l'État et des collectivités publiques dans une forme en fait, de nationalisme économique exacerbé avec des subventions énormes en R&D, des réglementations qui en fait, ont interdit les véhicules thermiques dans certaines villes pour donner des marchés en fait, aux véhicules électriques, une protection du marché intérieur dans les premiers temps et avec une forme d'organisation de la concurrence entre entreprises chinoises pour essayer de gagner des gains de productivité. Des marques automobiles aujourd'hui électriques en Chine en fait, s'en créent quasiment tous les jours. Je crois qu'on a plus de 120, il y en a qui meurent, il y en a qui reviennent, etc. Avec un univers ultra concurrentiel qui essaye en fait, aujourd'hui de s'exporter mondialement de plus en plus. Un exemple pour finir, c'est par exemple, il y a eu un accord entre PSA et Leapmotor, qui est une entreprise chinoise dans l'électrique, et c'est vraiment, disons, à l'envers d'il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, il y avait des joint ventures en fait, d'entreprises chinoises, d'entreprises occidentales, et c'était des entreprises occidentales qui venaient conquérir, entre guillemets, le marché chinois. Enfin, c'était ça leur but, notamment dans l'automobile, ils ne sont pas trop Russie, mais du coup, ils faisaient ces accords avec des entreprises chinoises, c'était une obligation réglementaire. Aujourd'hui, là, notamment, c'était l'accord entre PSA et Leapmotor, c'est l'autre sens. C'est pour conquérir les marchés européens pour l'industriel chinois, éviter les droits de douane, en fait, qui du coup sont mis en place par l'Union européenne. Pour PSA, ça lui permet d'être concurrentiel sur ce marché électrique, parce qu'en fait, les usines chinoises sont beaucoup plus productives sur le segment.
Donc la rivalité de plus en plus prégnante entre les États-Unis et la Chine, dont on va maintenant parler, pour toile de fond en fait cette volonté de la bourgeoisie chinoise de capitaliser sur son poids économique devenu de plus en plus important de l'économie mondiale pour se faire maintenant une place au soleil dans le ciel du système impérialiste mondial qui est déjà bien encombré, d'où les tensions qui vont en résulter. Attention, je sens mon... Quand tu veux. Oui, donc moi je vais revenir sur la question des rivalités interimpérialistes entre la Chine et les États-Unis. Bon, quelques données qui complètent ce que disait Tim sur le comment dire, le fait que la Chine est devenue une puissance industrielle de premier plan. Hein. Voilà, on voit que aujourd'hui, alors que dans les années 80, comment dire, la valeur ajoutée des produits exportés de Chine était faible. Maintenant, la valeur ajoutée produite par la Chine dans les grandes économies mondiales est devenue majeure. Voilà. Mais ce qui est important aussi de voir, c'est que la Chine, c'est aussi devenue une puissance financière de premier plan. Alors par exemple, en 2022, les réserves en devises de la Chine s'élevaient à 2117,5 milliards de dollars, c'est-à-dire environ un tiers de l'ensemble des devises détenues par les banques centrales du monde. En 2013, la Chine a créé la première banque multilatérale de développement qu'elle contrôle entièrement, qui s'appelle l'Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Alors on va en reparler quand on va reparler des nouvelles routes de la soie. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 105 pays qui sont membres de cette banque multilatérale, dont la plupart des pays européens, tous les pays du G20, et en fait, les seuls pays du G20 qui n'en sont pas membres, c'est les États-Unis, le Japon et le Mexique. Voilà. Et enfin, en 2021, la Chine, c'était le premier émetteur d'investissement direct à l'étranger et le deuxième récipiendaire d'investissement direct à l'étranger. Donc, ils en émettent encore plus qu'ils en reçoivent. Donc, voilà, en termes d'investissement, la Chine rivalise avec les États-Unis, même si on voit sur le graphique qu'il reste derrière. Alors, le développement de la Chine à l'international, c'est le développement de projets internationaux majeurs, notamment ce qu'ils appellent la Belt and Road Initiative, donc les routes et les ceintures de la soie. Donc, ce projet a été annoncé en 2013 et il a été incorporé dans la Constitution en 2017. Alors, comme vous voyez sur la carte, en fait, ça prévoit, c'est un peu un fourre-tout, parce que souvent, quand on dit nouvelle route de la soie, on pense surtout à des routes, mais c'est pas seulement des routes, c'est des infrastructures, etc. Et donc, voilà, le but, en fait, c'est de couvrir la majeure partie du continent asiatique jusqu'à l'Afrique, d'un immense réseau régional d'infrastructures terrestres, maritimes, énergétiques et de communication. Xi Jinping d'ailleurs a bien repris les termes habituels des impérialistes puisqu'il parle de communauté de destin pour l'humanité, rien que ça, donc ça c'est souvent le langage des impérialistes, on agit pour l'universalisme et pour l'humanité. Voilà. Alors depuis 2013, c'est 932 milliards de dollars qui ont été dépensés dans ce projet, 932 milliards de dollars pour le secteur de la construction et 371 milliards pour les investissements manufacturiers. Voilà. Le gouvernement chinois associe les pays participants par l'octroi de prêts consentis par des banques chinoises. Et d'ailleurs, la Chine est devenue un des principaux créditeurs des pays de ce qu'on appelle les pays du Sud, des pays qu'on appelait avant du tiers-monde. Voilà, c'est le mécanisme traditionnel de subordination. Hein. Et d'ailleurs, la Banque mondiale estime qu'un tiers des pays receveurs de ces crédits sont en risque élevé d'insolvabilité. Donc, s'ils prêtent, c'est parce qu'ils estiment que ces pays, après, pourront leur être utiles, notamment lors de votes au sein d'institutions, etc. Quoi. Voilà.
La Chine a particulièrement investi en Afrique. Entre 2000 et 2015, les échanges entre l'Afrique et la Chine ont été multipliés par 30. Depuis 2011, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique subsaharienne, si on prend l'Afrique subsaharienne comme un tout. Voilà, évidemment, pour chaque État, c'est un petit peu différent, mais voilà. Depuis 2000, en fait, il y a eu la création du Forum sur la coopération sino-africaine. Donc, c'est un grand sommet entre les représentants chinois et les représentants de gouvernements africains. Mais voilà, ces sommets se sont multipliés ces dernières années. Et notamment en 2015, Xi Jinping a annoncé une enveloppe de 60 milliards d'aides financières, incluant 5 milliards de prêts à taux zéro et 35 milliards de prêts à taux préférentiels, donc pour les pays d'Afrique. Voilà. Les Chinois privilégient notamment l'échange fondé sur, en gros, le principe, c'est on extrait des matières premières et en échange, on vous construit des infrastructures. Alors, par exemple, ils ont construit la ligne de chemin de fer entre Addis Abeba et Djibouti. Ils ont participé à la construction du barrage d'Izimba sur le Nil Blanc en Ouganda. Ils ont construit la ligne de train au Nigeria entre Lagos et Kano. Ils vont participer notamment à la modernisation du port d'Alger. Voilà, donc c'est un peu par tous ces moyens-là qu'ils essaient de s'accaparer des infrastructures sur le continent. Voilà. Alors, au regard de cette évolution, il me paraît difficile de nier que la Chine est devenue une puissance impérialiste. Voilà. Et d'ailleurs, les rivalités entre la Chine et les États-Unis sont au cœur de l'impérialisme contemporain. C'est une des pièces maîtresses de l'espace mondial. D'ailleurs, un certain nombre d'économistes bourgeois ont même d'ores et déjà prévu que la Chine dépasserait les USA. Il y en a même qui donnent une date, ils disent en 2035, la Chine va dépasser les États-Unis. Voilà. Sauf que depuis quelques mois, je pense que Tim reviendra peut-être là-dessus dans la troisième partie, le doute s'installe avec le recul de la croissance chinoise. Et voilà, le fait qu'on parle peut-être de crise en Chine. Voilà, il y avait 2,2% en 2020, 5% en 2023. Donc, quand on a connu les taux avec deux chiffres, les taux de croissance, voilà, c'est un fort recul. Voilà. Mais surtout, j'ai envie de dire, la puissance impérialiste d'un pays, elle se mesure pas seulement à l'aune des critères économiques. Parce que sinon, dans ce cas-là, il faudrait considérer que la Corée du Sud et bientôt l'Inde sont des puissances impérialistes majeures. Or, il me semble qu'on est plutôt d'accord dans cette pièce pour dire que l'Inde et la Corée du Sud ne constituent pas des puissances impérialistes majeures. Pourtant, c'est des puissances économiques importantes. Voilà. Il faut considérer l'ensemble des paramètres politiques et économiques. Or, si on regarde, bon, déjà en termes de géopolitique, ce qu'on constate, c'est que contrairement aux États impérialistes, à commencer par les États-Unis, mais on pourrait parler aussi de la France, la Chine, pour l'instant, ne fait pas d'intervention militaire extérieure. Voilà. On a certes des déploiements de force autour de Taïwan, mais on est très loin des déploiements de force des USA dans le monde entier. D'ailleurs, en termes de bases militaires dans le monde, officiellement, parce qu'il y a toutes les bases secrètes qu'on ne connaît pas, mais officiellement, les États-Unis possèdent 800 bases militaires dans 177 pays. Voilà. La Chine, elle possède une seule base militaire à Djibouti, et cette base militaire, il se trouve qu'elle est à quelques kilomètres d'une autre base militaire qui, elle, est américaine, et les États-Unis, eux, possèdent deux bases militaires rien que dans ce pays. Voilà. Alors, les dépenses militaires chinoises ont très fortement augmenté. C'est encore une augmentation de 7,5% en 2024, soit 213 milliards d'euros. Donc, on a une très forte croissance du budget militaire, mais on reste très loin du budget militaire des USA. Pour rappel, le budget militaire des USA, c'est 842 milliards de dollars pour 2024. Voilà. En termes numériques,
la Chine se modernise militairement. D'ailleurs, la Chine possède désormais plus de navires de surface que les USA. La Chine en possède 370 contre 291 pour les États-Unis. Et la marine chinoise va encore grossir ces prochaines années. Les services américains, qui sont souvent assez précis sur ce genre de prévisions, ils prévoient qu'en 2030, la Chine devrait posséder 435 navires. Donc ça devrait être vraiment la première marine mondiale en termes numériques. Voilà. Toutefois, si on regarde, par exemple, en termes de porte-avions, voilà, je crois que c'est Kissinger qui disait le porte-avions c'est un moyen de diplomatie important. Voilà, la Chine ne possède que 2 porte-avions et elle a lancé les essais de son 3e porte-avions en mai dernier. Pour rappel, les USA possèdent 11 porte-avions. Voilà. D'ailleurs, les 2 seuls pays au monde qui possèdent des porte-avions à propulsion nucléaire, c'est les USA et notre cher État, la France. Voilà, alors c'est pas rien quand même un porte-avions en propulsion nucléaire, parce que ça veut dire qu'il ne dépend pas des énergies fossiles pour pouvoir fonctionner, quoi. Voilà. Et surtout, bon, contrairement aux USA, les porte-avions chinois, ben, ils sillonnent pas toutes les mers du globe. Voilà, ils se trouvent en mer de Chine, à proximité de la Chine, mais pas sur les 5 continents de la planète. Voilà. En termes d'alliance militaire, pour l'instant, du côté de la Chine, il n'y a pas d'équivalent de l'OTAN. Alors, on a bien l'organisation de coopération de Shanghai, mais seulement 10 États en sont membres. Pour rappel, il y a 32 États qui sont membres de l'OTAN. Sur les 11 pays qui possèdent des porte-avions dans leur flotte, 6 sont membres de l'OTAN. Et sur les 5 restants, 2 sont des alliés des USA, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle le Quad, qui est une espèce de mini-OTAN atlantique qui réunit le Japon, l'Australie, les États-Unis, l'Inde. Voilà. Voilà. Si on regarde maintenant dans le cadre du système monétaire international, alors il y a effectivement la montée en puissance de la Chine. Je vous ai parlé de cette banque, l'AIIB, qui avait été créée par la Chine. Mais pour l'instant, le yuan, qu'on appelle aussi le renminbi, peine à concurrencer le dollar. L'essentiel des échanges se font toujours en dollars. Et d'ailleurs, la Chine elle-même, elle prête essentiellement en dollars. Voilà, elle ne prête pas en yuan, elle prête en dollars. Le renminbi représente moins de 4% des paiements internationaux. Voilà, et bon, le système monétaire international reste toujours dominé par les institutions fondées par les accords de Bretton Woods, notamment le FMI. D'ailleurs, au sein du FMI, par exemple, les droits de vote de la Chine ne sont que de 4%, voilà, alors que les USA et les États membres de l'Union européenne possèdent de fait un droit de veto, puisqu'à eux seuls, ils concentrent plus de 85% des votes. Voilà. Voilà. Et enfin, fin 2023, le dollar constituait toujours près de 60% des réserves de change. Voilà. Donc, impérialisme émergent, mais pour l'instant, qui reste en deçà de l'impérialisme américain. Voilà. Donc c'est un impérialisme en expansion, mais l'impérialisme dominant et déterminant reste l'impérialisme américain qui continue de modeler tout le système impérialiste mondial. Voilà. D'ailleurs, l'impérialisme américain tente de réagir à cette émergence d'un potentiel concurrent. Il y a avec ce qu'ils appellent même la stratégie de découplage, puisqu'en effet, comme l'a rappelé Tim, depuis la fin des années 70, les USA avaient opéré une stratégie de rapprochement avec la Chine, entre guillemets, communiste. Le but était à la fois une stratégie d'isolement de l'URSS, mais aussi l'espoir de voir s'ouvrir le gigantesque marché chinois aux capitaux américains. Et donc, dans les années 80-90, il y a eu d'énormes investissements en Chine. À l'époque, les gains de la Chine dans les chaînes de valeur étaient faibles, alors que celles des sociétés transnationales, notamment américaines, qui investissaient, étaient énormes. Mais la situation a évolué dans les années 2000. L'appropriation de technologies plus la modernisation industrielle menée par l'État chinois a mené au fait que l'État chinois capte une part croissante de valeur ajoutée. Donc dès 2011, Barack Obama a annoncé que le pivot de la politique américaine serait désormais orienté vers l'Asie. En 2015, je rappelle parce que souvent on parle beaucoup de Trump face à la Chine, mais en fait ça date d'avant Trump en fait.
c'est le premier, c'est Obama qui a lancé l'offensive contre la Chine. Donc en 2015, Barack Obama dit explicitement qu'il faut contrer la Chine en Asie. Alors ensuite, c'est Trump qui a entamé avec la brutalité qu'on lui connaît la politique de guerre commerciale contre la Chine. On a eu une augmentation des tarifs de douane jusqu'à 70%. Voilà, et c'est notamment dans le domaine des semi-conducteurs que la guerre a été particulièrement féroce. Alors les semi-conducteurs, ils jouent un rôle essentiel dans l'industrie électronique. Voilà, et donc en octobre dernier, c'est Joe Biden qui a annoncé la restriction de l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine au nom de la sécurité nationale. Voilà, et il a annoncé aussi des financements pour que les entreprises relocalisent leur production aux États-Unis. Alors, évidemment, tout ça montre qu'il y a l'explosion des rivalités. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir un conflit, etc. Si on regarde du point de vue strict des capitalistes du secteur, notamment des semi-conducteurs, en fait, ça ne les arrange pas du tout, cette politique. Voilà. Parce qu'il y a une interdépendance des économies. Voilà. Par exemple, l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs a affiché son inquiétude face aux mesures prises par Trump et par Biden. Pékin est en effet le premier importateur de semi-conducteurs mondial. Son marché est déterminant pour les USA et voilà, l'association américaine de l'industrie des semi-conducteurs estime à 36% les parts du marché chinois dans les exportations américaines de puces électroniques. Donc pour les capitalistes du secteur, ces mesures ne sont pas du tout, ne les arrangent pas du tout. Voilà. Alors, je voulais revenir maintenant un petit peu sur la question de Taïwan, puis après je relaisserai la parole à Tim pour la partie plus conclusive. Donc la rivalité entre la Chine et les États-Unis, mais entre la Chine et aussi les États voisins, elle s'est notamment cristallisée ces derniers mois autour de la question de Taïwan. Notamment, on a eu un déploiement militaire important de la Chine autour de Taïwan en réaction à la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants à Taïwan. Alors, faut revenir un petit peu historiquement sur le cas de Taïwan, parce que c'est un cas assez particulier si on veut comprendre ce qui se passe. En fait, Taïwan, c'est un pays indépendant de fait, mais dont la souveraineté n'est reconnue par aucun État sauf 14. Voilà. Et ces 14 États, c'est des États qui ne sont pas du tout des États importants. Voilà. Les États-Unis eux-mêmes ne reconnaissent pas la souveraineté de Taïwan. Voilà. Taïwan n'est pas membre de l'ONU, pas membre du FMI, pas membre de la Banque mondiale, ils sont seulement membres de l'OMC. Voilà. Alors, dans le même temps, on voit bien qu'il y a un rapprochement étroit entre les États-Unis et Taïwan. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait ce cas de figure? Alors, la spécificité taïwanaise vient justement de ce qui s'est passé lors de la révolution chinoise de 1949. En effet, en 1949, donc, les troupes de Mao mettent en déroute la République de Chine de Chiang Kai-shek et donc son parti, le Kuomintang. Et donc Chiang Kai-shek et le Kuomintang se replient sur Taïwan. Et installé à Taïwan, il continue de s'intituler République de Chine. Et il continue de revendiquer la souveraineté sur la totalité du territoire chinois. D'accord ? En face, la Chine populaire de Mao, elle aussi, elle revendique la souveraineté sur la totalité du territoire chinois, y compris Taïwan. Jusqu'en 1971, étant donné que c'était la guerre froide, que la Chine était plutôt du côté de l'URSS, etc., c'était la République de Chine, donc Taïwan, dirigée par Chiang Kai-shek, le Kuomintang. C'était eux qui occupaient le siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et la Chine populaire était exclue de ces instances. Mais en 1971, on a le début du rapprochement sino-américain.
Et par ailleurs, il y a une majorité qui se dégage dans l'ONU, puisque la Chine a une politique un petit peu de soutien au mouvement anti-impérialiste, etc. Il y a un vote qui se dégage avec une majorité qui dit maintenant le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, il ne doit plus être occupé par Chiang Kai-shek, mais il doit être occupé par la Chine populaire, par la République populaire de Chine, quoi. C'est donc désormais, c'est la Chine populaire qui occupe le siège. Alors, qu'est-ce que dit cette résolution votée à l'ONU? Elle dit juste que seuls les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine sont représentants légitimes de la Chine à l'ONU. Voilà. Mais il n'y a aucune mention de Taïwan dans cette résolution. Vous voyez? Donc Taïwan, de fait, est issu du siège de sécurité de l'ONU. Voilà, c'est la Chine qui occupe. Mais Taïwan continue à se dire République de Chine et à revendiquer la souveraineté sur la totalité de la Chine. Et de l'autre côté, la République populaire de Chine continue à revendiquer la souveraineté sur Taïwan. En fait, implicitement, toutes les chancelleries reconnaissent la souveraineté de la Chine populaire sur Taïwan. Mais dans le même temps, elles développent des relations bilatérales avec Taïwan qui sont des substituts à des relations diplomatiques sans pour autant reconnaître un État taïwanais indépendant. Voilà. Alors, les deux principaux partis taïwanais, il y a le Kuomintang et le DPP, le Parti démocrate progressiste, qui lui est qualifié plutôt de indépendantiste, c'est-à-dire il est plus trop dans ce truc, nous, Taïwan, on revendique la souveraineté sur la totalité du territoire chinois, etc. Mais comme ils veulent maintenir un statu quo, et qu'ils savent que s'ils se prononcent pour l'indépendance de Taïwan, la Chine populaire, ça serait un casus belli. Ils disent pas trop, ils ont mis un peu de côté cette revendication d'indépendance. Donc il y a un peu un statu quo depuis plusieurs années. Voilà. Du côté de la République populaire de Chine, la reconquête de Taïwan, c'est un objectif affiché depuis 1949. Et d'ailleurs, pourquoi c'est un objectif affiché? C'est là que la carte est intéressante. C'est parce que, en fait, l'île, elle fait partie d'une première chaîne d'îles, d'un espace marin qui s'étend, si vous voyez, du Japon à l'Indonésie, et qui est quasiment clôturé par les États voisins qui sont tous peu ou prou alliés aux États-Unis. Vous voyez? Donc soit on a des bases militaires qui sont implantées, soit ils sont intégrés dans des alliances militaires avec les États-Unis, etc. Ça fait partie de la stratégie d'encerclement des États-Unis héritée de la guerre froide, puisque la Chine était considérée voilà, comme une puissance asphyxiée économiquement au même titre que l'URSS. Ce dispositif perdure, sauf que maintenant la Chine a des ambitions maritimes dans le Pacifique, ce qui amène de nombreuses tensions avec les pays voisins, notamment les Philippines, grand allié des États-Unis dans la région. Alors, la Chine va-t-elle et peut-elle envahir Taïwan? Alors, on a une multiplication des gesticulations des déploiements militaires, mais bon, est-ce que la Chine pourrait se lancer dans une telle opération? La conquête de Taïwan, ça ne serait pas une mince affaire. Les spécialistes militaires, ils estiment qu'un débarquement à Taïwan nécessiterait 4 fois plus d'hommes que celui de 1944 en Normandie. Vous voyez le truc. Ça nécessiterait de nombreux navires amphibies dont la Chine est en train de se doter mais ne possède pas encore. Et elle devrait affronter un terrain défavorable. Voilà, un détroit de faible profondeur, une île montagneuse et évidemment une population qui serait pas forcément prête à céder. Voilà. Par ailleurs, on voit le problème des alliances militaires. Comme on l'a vu, la Chine reste isolée alors que les pays qui l'entourent ont des accords avec les USA. Par ailleurs, et je vais terminer là-dessus, la Chine et Taïwan continuent de maintenir des relations commerciales. C'est ça qui est paradoxal, c'est que il y a des relations commerciales assez poussées entre la Chine continentale et Taïwan, en dépit des sanctions américaines. D'ailleurs, le régime du Kuomintang était un régime dictatorial jusqu'en 1987. En 1987, il y a eu une sorte de démocratisation du régime. Et en fait, lorsqu'il y a eu cette démocratisation du régime, ça a poussé à un vaste mouvement
beaucoup de Taïwanais qui sont en fait partis en Chine continentale et qui notamment ont profité justement de l'ouverture de la Chine à l'économie capitaliste pour justement faire des affaires, etc. Et pour eux, c'était assez bénéfique parce qu'en gardant la nationalité taïwanaise, ils pouvaient faire des affaires en Chine, mais faire fructifier les fruits de leurs bénéfices à Taïwan, où le régime était moins regardant là-dessus. Voilà. Alors, à partir de 2007, ce processus de délocalisation a un peu décru. Mais pourquoi ça a décru? C'est parce qu'en fait, il y a eu le rétablissement de relations aériennes et maritimes directes entre les deux pays. Donc les industries taïwanaises relocalisaient une partie de leurs activités, mais notamment dans l'industrie des semi-conducteurs, où l'industrie taïwanaise est le leader mondial, la Chine reste un de ses principaux débouchés. Donc là encore, un conflit amènerait des complications pour les capitalistes. Voilà. Donc voilà. Tout ça, évidemment, on voit bien que la multiplication des gesticulations militaires, l'augmentation des budgets militaires, etc., amène à une multiplication des risques de guerre. Mais voilà, tout ça n'est pas uniforme et mérite d'être nuancé. Ouais, pour finir, j'y revenir. Je vais essayer de faire rapide pour laisser quand même de la place au débat, mais un peu à ce qu'on peut appeler la lutte de classe dans la Chine contemporaine. Un truc qu'on entend souvent depuis quelques années, c'est que la Chine serait en crise. Donc, comme tu l'as un petit peu rappelé avant, en fait, cette crise-là, elle est réelle du point de vue immobilier depuis maintenant 3 ans. C'est symbolisé par la crise en fait de le promoteur immobilier Evergrande, en fait, qui est un des énormes groupes immobiliers en Chine. C'est le premier promoteur immobilier, c'est 200 000 salariés, avec tout un tas de millions d'employés indirects à travers le réseau de sous-traitance. C'est une entreprise qui a accumulé 300 milliards de dettes, qui était dans l'incapacité d'en rembourser une partie en septembre 2021, et depuis qui a accumulé défaut de paiement sur défaut de paiement, et avec des logements non livrés, à tel point qu'ils sont retirés en fait, de la cotation en bourse et que l'entreprise quasiment s'est effondrée, quoi. Ça ne se limite pas à Evergrande, mais d'autres promoteurs immobiliers qui sont aussi dans la même situation. Là où pour la Chine, cette crise du Evergrande, c'est pas juste un épiphénomène en fait particulier. C'est d'une part, c'est que c'est un secteur très lié à d'autres secteurs industriels, notamment les matériaux, et important, voire crucial dans la croissance de la Chine depuis 20 ans. L'immobilier, ça comptait à un moment donné pour 25% du PIB. L'imbrication avec les marchés financiers est aussi très forte, via les crédits énormes contractés pour acheter des appartements et le financement des promoteurs auprès des banques. Pour expliquer ces crises immobilières, il y a eu un effet de conjoncture, c'est-à-dire un effet un peu contextuel avec la baisse du marché immobilier chinois suite au Covid. Mais en fait, plus fondamentalement, ça interroge la croissance de la Chine depuis une vingtaine d'années. En fait, pour répondre à la crise de 2008 et à la baisse de demande mondiale que ça a suscité, l'État chinois il a mis en place un énorme plan de relance à coût de 500 milliards de dollars injectés dans l'économie. Dans un contexte de surcapacité industrielle, les poumons de l'économie sont devenus en fait les commandes publiques d'infrastructures et le développement de l'immobilier privé sur fond d'endettement massif, notamment de la part des promoteurs et des collectivités publiques. Entre 2008 et 2017, l'encours de la dette chinoise est passé de 150% du PIB à plus de 250%. Et la pandémie en fait, a entraîné une nouvelle vague de prêts qui a encore fait grimper ce ratio. Bon, on n'a plus de temps. On n'a plus de batterie. Ouais, bon, c'est pas grave. Il y a le chargeur là, mais je sais pas s'il y a une prise là. Si, il y en a une là-bas. Ça, je continue pour ça. Merci. L'immobilier, à ce moment-là, il a pu servir en fait de relais de croissance un peu provisoire, mais c'était au prix d'une sorte de fuite, d'une forme de fuite en avant, tirée essentiellement par l'endettement. En fait, les promoteurs immobiliers ils s'endettent auprès des banques, ils achètent des terrains auprès des collectivités locales qui les possèdent en Chine, donc elles sont contentes parce qu'elles s'enrichissent, et construisent des logements vendus en avance aux futurs propriétaires. Grâce à cet argent, en fait, ils remboursent
grâce à ça, ils remboursent les dettes contractées et ils font des nouveaux projets. En fait, c'est une forme de cercle infernal qui tient que si la demande augmente en fait en permanence, et ça mène à un endettement en fait qui se renforce au fur et à mesure, qui a fonctionné tant que les prix montaient, avec une spéculation aussi intense dans le domaine immobilier. Donc c'est un système très sensible avec cette fuite en avant et très soumis aux fluctuations de la demande. Et on a vu les premiers signes de surchauffe avec l'apparition de villes fantômes en fait, depuis quelques années, mais des villes énormes où les logements étaient construits, mais les personnes pourraient y habiter derrière. Le nombre de logements vides en Chine, il pourrait loger toute la population française. L'État chinois, en fait, et la crise, elle n'a pas éclaté en fait d'un coup avec je sais pas comment dire, de manière où l'État chinois était sur la défensive. C'est un peu au contraire, il a voulu reprendre la main avant que la bulle éclate. Donc, il a mis en place une politique beaucoup plus, en fait, ferme sur les possibilités de s'endetter auprès des banques et tout. Ça s'appelle la politique des 3 lignes rouges pour durcir les conditions d'accès aux prêts. Afin en fait disons d'aseptiser un peu le secteur, de faire en sorte que la bulle éclate pas avec des conséquences incontrôlées. Mais malgré tout, cette politique des 3 lignes rouges, elle a provoqué l'effondrement des entreprises déjà les plus exposées, qui étaient déjà un peu pourries, telles Evergrande, qui apparaissait comme un géant, mais qui avait en fait un peu au pied d'argile. Ce problème de l'immobilier, en fait, il a un vrai risque et aussi de contagion à la finance, via en fait les dettes contractées, avec des nombres d'institutions bancaires qui ont des créances liées à l'immobilier. Les gouvernements locaux, ils ont aussi eu une explosion de leurs dettes, qui est aussi un danger pour l'économie chinoise. Autre signe en fait, de faiblesse, entre guillemets, de l'économie chinoise, c'est une forme de ralentissement de la demande intérieure et mondiale, avec pendant quelques années les restrictions drastiques aussi liées au Covid, et avec des surcapacités structurelles, donc besoin aussi de marché pour se développer de plus en plus. S'associe à ça l'effet des sanctions et l'augmentation des droits de douane américaines et européennes. Alors il y a plein de manières de les contourner. Par exemple, ils exportent toujours aux États-Unis mais en passant par le Mexique. Donc en fait, pour pas avoir les droits de douane appliqués aux produits chinois. Il ne faut pas prendre, par exemple, si on prend juste le chiffre du commerce entre États-Unis et Chine, j'ai l'impression qu'il a quand même vachement descendu. Il a descendu d'une certaine mesure, mais de manière moindre du fait en fait de ces contournements aussi de ces droits de douane et en fait de l'intrication aussi des économies où en fait les uns investissent dans l'autre pays qui réinvestissent dans l'autre qui limite en fait ces effets de droits de douane. Ces éléments de crise économique ils vont aussi ils peuvent entraîner des tensions sociales et d'ailleurs l'accélération des incursions dans les eaux taïwanaises et le nationalisme à tout craint de Xi Jinping, il faut aussi les voir comme une manière de résorber les conflits intérieurs plus ou moins latents en exacerbant le nationalisme. C'est des campagnes récurrentes sur le mode Chine versus Occident, en s'appuyant sur un sentiment de revanche par rapport à la domination de l'impérialisme et à la grandeur passée de la Chine qu'il s'agirait de retrouver. C'est aussi un nationalisme qui s'exerce contre les minorités type ouïghours, qui font face, c'est des choses qu'on connaît, mais qui ont fait face à un encasernement massif. Et aujourd'hui, en fait, il y a des politiques de sinisation très poussées pour les rééduquer et les rendre plus chinois, en fait, avec une répression sur les formes de culture ouïghour. Par exemple, le fait de porter la barbe trop longue, il vaut mieux éviter. Les villages, en fait, sont renommés pour en fait en faire des noms qui promettent l'État chinois. Les spectacles folkloriques, en fait, sur la culture ouïghour, ils changent, en fait, les spectacles pour en faire des choses aussi pro-Chine. C'est une politique d'assimilation, mais très très forcée. En termes de perspective, il faut un peu aussi qu'on se demande qu'est-ce qui pourrait surgir un peu de tous ces éléments-là. La Chine, elle est aussi traversée par la lutte de classe. Sur la classe ouvrière, en creux de ce qu'on a raconté jusqu'à présent, le développement économique de la Chine, il est aussi allié avec un développement très important de sa classe ouvrière. Ça ne veut pas dire qu'elle existait avant, elle existait déjà dans les années 20, elle existait aussi sous le régime de Mao, mais par exemple l'exode rural dans les 60 dernières années, il a été énorme, ce qui a créé une classe ouvrière ultra massive qui est partie des campagnes pour aller s'embaucher dans les usines. C'est ce qu'on appelle les travailleurs migrants, les Minggong, qui sont à peu près 300 millions, et donc qui connaissent des conditions de travail très dures, parfois sans contrat de travail, et qui ont été, c'est cette main-d'œuvre qui a nourri le boom des exportations des produits chinois à partir des années 80-90. Ils sont encore soumis au système qu'on appelle du
je ne sais pas le dire en chinois, mais Yuku, c'est une forme de passeport intérieur qui va différencier en fait les urbains et les ruraux et qui va notamment déterminer l'accès à l'éducation. Même si vous avez migré, vous ne pouvez pas forcément mettre vos enfants dans les écoles parce que vous n'avez pas le bon passeport intérieur, pareil sur la santé, etc., ou l'accès au logement. Ça sert pour l'État chinois à gérer centralement les flux de population. Ça entraîne aussi une situation de précarité pour ceux qui n'ont pas le bon passeport intérieur et aussi une politique de division de la classe ouvrière. Ils ont amoindri un peu en fait, disons, les effets du Youku, mais en fait, ils restent présents pour notamment une bonne partie des ouvriers migrants. En fait, la classe ouvrière chinoise aujourd'hui, elle est quand même très diverse. On a à la fois des univers usiniers énormes, type Foxconn. C'est l'entreprise qui produit, l'entreprise taïwanaise qui produit notamment les iPhones, mais c'est parfois des concentrations de 100 000 ouvriers au même endroit. Je crois qu'ils ont 1 million en fait, de salariés dans l'ensemble de la Chine. C'est notamment une usine qui applique ce qu'on appelle le 996, et vous travaillez de 9h à 21h, 6 jours sur 7, et avec un truc gigantisme avec des ouvriers à la chaîne, comme j'ai mis sur la photo. C'est un petit bouquin, en fait c'est un peu vieux maintenant, c'est une quinzaine d'années, mais c'est un ouvrier de Foxconn qui raconte un peu ses conditions d'exploitation. Il finit par se suicider, en fait il y a une vague de suicides dans les entreprises Foxconn du fait de la surexploitation et de la répression qui allait avec. Mais la classe ouvrière chinoise, en fait, c'est aussi une classe ouvrière qui a une sorte d'univers de petits ateliers, de chaînes de sous-traitance, où pour le coup, ça ne ressemble pas tellement à des grandes entreprises ultra technologisées. C'est plutôt du salaire à la tâche, une faible mécanisation, notamment dans le textile, qui même si c'est délocalisé en partie dans d'autres pays, reste notamment quand même assez important en Chine, notamment pour le marché intérieur. Je vous recommande, alors c'est ultra long, mais c'est un documentaire qui est sorti cette année de Wang Bing. Il suit des ouvriers du textile pendant des années, et il en tire en fait, je crois qu'il dure 4 heures dans mon souvenir. On se rend compte un peu des conditions de travail et de vie de ces ouvriers qui travaillent, je sais pas, jusqu'à minuit parce qu'ils sont payés à la tâche en fait. Ils vivent dans le dortoir qui est au-dessus de l'usine. Mais l'usine, ça ressemble à ça, on voit mal, mais en gros, il y a des trucs partout, du tissu, des trucs, et c'est vraiment des tout petits ateliers, mais il y en a plein, il y en a des centaines dans la ville, quoi. Et après, ils sont sous-traitants pour d'autres entreprises. La classe ouvrière chinoise, ça s'est aussi nourri du développement de nouveaux secteurs. En fait, aujourd'hui, les services, ils ont ultra bondi en Chine. Donc ça a occasionné, par exemple, les livreurs, c'est un secteur de la classe ouvrière assez important, dans la santé aussi, notamment. Sur les lieux de cette classe ouvrière, mon problème essentiel, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'on a relativement peu d'informations, en fait, ultra précises et tout, qui nous arrivent jusqu'ici. Il y a quand même des sources, notamment basées sur des associations à Hong Kong. Alors, c'est depuis, en fait, la répression sur Hong Kong, c'est encore plus compliqué. Mais il y a des sortes d'ONG, en fait, qui font ce travail-là, d'essayer de recenser les conflits sociaux. Il y a quand même quelques livres et tout qui racontent ces luttes sociales. Au début des années 2000-2010, c'est quand même une sorte de vague de lutte dans la classe ouvrière, notamment sur la question des salaires, pour revendiquer des augmentations de salaire. Aussi sur la question des fermetures d'usines, parce que à partir du moment où il y a des augmentations de salaire, et en fait, il y a tout un tas d'entreprises qui sont redélocalisées, alors ou bien en Chine intérieure, donc de Chine à Chine, ou bien dans d'autres pays, mais aussi en fait autour du fait de pouvoir avoir des formes d'organisation en fait un peu autonomes. Sur la question syndicale, en fait, c'est assez compliqué en Chine parce que c'est à la fois le plus gros syndicat mondial, donc c'est 288 millions d'adhérents, la Fédération nationale des syndicats de Chine, et en même temps, c'est le seul syndicat reconnu par l'État. C'est pas du tout un syndicat en fait au sens où on l'entend. Alors même bien sûr que les syndicats aussi ils sont intégrés à l'État, mais en fait en Chine c'est pas ça, c'est que le syndicat c'est l'État quoi. Enfin, c'est un appendice de l'État. L'adhésion elle est automatique dans de nombreuses entreprises. Il n'y a aucun contrôle bien sûr des travailleurs dessus. Et c'est même l'État chinois qui nomme les dirigeants qui vont conserver des postes gouvernementaux en même temps. Il y a quand même eu ces luttes là pour essayer de mettre en place des formes de syndicats, un tantinet indépendant. Afin notamment d'élire ses propres représentants, mais avec beaucoup de complications du fait notamment de la répression à partir du moment où ces luttes se sont un peu politisées. C'est des conflits en fait qui ont été avant tout, disons, entre plein de guillemets économiques, mais qui ont pu prendre une certaine forme de dimension politique pour certains, parfois en se médiatisant, c'est-à-dire avec des campagnes de pub pour essayer de faire connaître le conflit sur les réseaux sociaux, etc. Parfois en appelant à une forme d'extension. Parce qu'il y a des endroits où en fait les usines elles sont tout à côté, quoi. C'est des zones industrielles énormes. Il y a des dortoirs en fait où les ouvriers de différentes usines se connaissent, etc. Ou en bataillant justement pour ces formes d'organisation autonome. Mais à partir du moment où elles ont pris ces formes politiques, se sont pris aussi
une forte répression. Dès qu'il y a par exemple une tentative de coordination ou une tentative de manifestation dans la rue, donc il se fait voir, répression, et aussi sur les formes d'organisation plus durables. À un moment donné en Chine, en fait, sont apparus des ONG en solidarité avec les travailleurs. Ils faisaient des ONG justement parce qu'au niveau syndical c'était compliqué. Tout ça, notamment depuis Xi Jinping, a été complètement interdit. Un des problèmes aussi pour ces mouvements, ça a été un turnover pendant longtemps très important de la main-d'œuvre, justement du fait que ces ouvriers Mingyong, en fait, qui étaient très mobiles, qui travaillaient quelques années, après qui parfois retournaient en campagne. Mais en fait, c'est un problème qui tend à être dépassé parce qu'on a une forme de sédentarisation des Mingyong. On n'est plus à la première génération, on est à la deuxième, voire la troisième, voire la quatrième. Donc c'est des gens qui ne comptent pas retourner en campagne derrière, en fait, qui sont installés à la ville, où il y a leurs enfants, enfin leur univers, c'est devenu celui-là, ce qui pourrait un peu diminuer cette sorte de turnover dans les usines. Contre ces mouvements sociaux, le pouvoir chinois il s'est bien sûr appuyé sur la répression, mais ce qui peut être aussi intéressant pour discuter en gros des possibilités aujourd'hui en Chine de conflit social, c'est une forme d'effritement, pour appeler ça comme ça, une forme de compromis qui s'est noué du fait que le boom économique, en fait, il a quand même profité à des centaines de millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté en quelques années, quelques dizaines d'années. Ce compromis social, il peut être effrité parce que du fait de cette crise et qui touche en fait en partie, notamment le salariat et une partie de la petite bourgeoisie. Ce ralentissement économique, il contrarie aujourd'hui ces désirs d'ascension sociale, notamment d'accession à la propriété, qui était au cœur de la réussite mise en avant par le régime chinois. L'immobilier, par exemple, c'était utilisé en fait comme une forme d'épargne retraite par beaucoup en fait, de ménages chinois, donc qui pouvaient se le permettre. La crise immobilière remet tout ça en cause. Le chômage des jeunes diplômés, en fait, il est en forte hausse. L'année dernière, l'État chinois, il a arrêté de compter, il a interdit la statistique parce que ça commençait à devenir trop fort. 6 mois après, ils ont ressorti des chiffres, mais qui étaient genre 2 fois moindres, en disant ils ont refait le calcul. En fait, c'est trompé. Mais bon, les chiffres qui circulent, c'est plus de 20% en fait des jeunes qui seraient aujourd'hui au chômage. Des symptômes, c'est la consommation des appareils électroménagers qui a énormément chuté, la consommation de piano qui a aussi énormément chuté en mettant en crise le secteur du piano en Chine, du fait que les fins de mois deviennent plus difficiles. On voit en fait des formes de contestation aussi, qui émergent pas forcément comme des mouvements sociaux, des manifestations et tout, mais comme, notamment sur les réseaux sociaux, comme des mouvements d'humeur ou des sortes des contestations un peu infrapolitiques, pour le dire rapidement. Il y en a un qui touche une partie c'est plus dans la petite bourgeoisie ou des secteurs, disons, un peu de la classe ouvrière, mais qui, disons, ne sont pas les plus précaires. Ça s'appelle le tangping, ça veut dire rester couché en chinois. Donc c'est notamment des jeunes diplômés qui, au vu des conditions de travail qui sont dures, le fait de la difficulté de trouver un emploi avec un salaire correct, et le fait de ne plus pouvoir assumer les critères de réussite qui leur sont donnés, disent on refuse d'aller travailler, on s'allonge par terre et on refuse de donner de nous pour aller travailler 9h à 21h, 6 jours sur 7. Il y a un autre truc qui circule sur les réseaux sociaux là, depuis un an, qu'ils appellent les 4 indésirés de la jeunesse. Donc c'est contre les relations amoureuses, le mariage, l'achat d'un appartement et les enfants. Qui sont en fait les critères de réussite qui étaient vus comme les majeurs pour accéder à une ascension sociale. Ils font circuler aussi une nouvelle qui date de 1919, où c'est une sorte de satire contre la réussite aux examens et la pression scolaire. C'est des manières en fait de contester un peu directement le régime, parce que si vous contestez trop directement, vous prenez la répression un peu aussi directement. Dans une partie de la jeunesse, on peut aussi observer, alors je mets avec plein de guillemets parce que on parle sur des données quand même très très parcellaires, des formes de revival, un peu d'une forme de marxisme, des cercles d'études sur certains textes marxistes, des étudiants qui sont mis en lien avec des ouvriers en grève, qui sont allés devant l'usine. Alors après, c'est mal fini pour eux, ils ont tous fini en prison, mais qui le disaient au nom de oui, c'est la classe ouvrière il faut soutenir la classe ouvrière. Tout ça a pu s'exprimer en fait quand même dans la rue pendant le Covid. Donc le Covid, ça a été marqué par la politique zéro Covid de l'État chinois, ultra dure, avec des mesures de confinement drastiques et autoritaires, par ce qu'on a appelé le mouvement des feuilles blanches. Et je vais finir là-dessus parce que c'est quand même intéressant sur un peu ce qu'on peut sentir des possibilités, aujourd'hui en Chine. Donc c'était en novembre 2022.
des dizaines de milliers de manifestants, donc à la fois très peu au vu de la population chinoise, et en même temps assez important au vu du contexte répressif notamment. Donc ils sont venus pour qu'on appelle ça les feuilles blanches, c'est que c'était une manière de contrer la répression. Donc en fait, tout ce qu'on ne peut pas dire est symbolisé par la feuille blanche, donc on n'en pense pas moins. Parfois, ils mettaient aussi des formes de code avec des formules mathématiques et tout, qui, si on faisait le calcul de la formule ultra compliquée avec des intégrales, donnait la date de Tiananmen, du massacre de Tiananmen, par exemple. Donc en fait, ce mouvement-là, il a été déclenché par en fait, un incendie dans la région ouïghour, justement, avec des gens qui ont été restés coincés dans leur immeuble à cause des restrictions de la politique zéro Covid, où en fait ils étaient enfermés chez eux avec des portes de fer et tout du fait du confinement. Ils n'ont pas pu échapper à l'incendie, et donc ce truc-là, derrière, a fait que des manifestations ont éclaté dans plusieurs régions de la Chine simultanément. Qui ne s'est pas resté confiné à la région ouïghour, on est aussi à Shanghai, à Canton, à Pékin, bref, un peu dans tout le pays. Et au même moment, dans l'usine Foxconn à Chengdu, qui compte à ce moment-là quasiment 200 000 ouvriers, producteurs d'iPhone dans le monde, des manifestations éclatent aussi, parce que les ouvriers en fait étaient contraints de continuer à travailler. Ils étaient confinés, mais confinés à l'usine, quoi. Après la déclaration, comme il y avait eu des clés de Covid, on les avait tous mis ensemble et vous continuez à travailler avec une augmentation des cadences en plus avant Noël, parce que comme il y a beaucoup d'iPhone à ce moment-là qui sont vendus, et avec les nouveaux embauchés, ils ne touchaient pas une prime en fait qui leur avait été promise. Donc il y a eu des manifestations, des affrontements avec la police qui ont contraint Foxconn à reculer en fait là-dessus. En parallèle à ça, en fait, le mouvement il s'est aussi déclenché dans plus de 200 universités dans le pays, avec des formes de on met des trucs aux fenêtres, etc. Les faits notables en fait, dans ce mouvement, c'est d'une part le côté manifestation simultanée à plusieurs endroits dans le pays et qui visait le régime directement, ce qui n'avait pas été vu depuis à peu près 30 ans en Chine en fait. Les slogans sur Tiananmen, etc., sur le fait de... C'était pas que sur le Covid en fait, c'était aussi sur le manque de liberté, etc. Donc disons une première forme d'ouverture d'une chape de plomb répressive maintenue par le régime et disons une forme de gain de confiance aussi dans les luttes collectives. Le mouvement en fait il a été très vite arrêté, mais pas tellement par la répression, mais surtout par le fait que l'État chinois derrière il a justement allégé les mesures Covid, sans dire que c'était les manifestations qui l'avaient conduit à ça. Hein. C'était pas vu comme comme vous avez trop manifesté, on arrête les mesures, en disant oui, en essayant de diluer un peu tout ça et de changer sa politique, mais in fine c'était quand même une forme on peut le penser, de victoire pour la population chinoise à ce moment-là. La répression elle a quand même été réelle, hein, mais plutôt à bas bruit, c'est-à-dire sur le moment ils ont un peu fait gaffe, avec la peur que ça mette encore plus d'huile sur le feu. Mais par exemple, tous ceux qui continuent à se revendiquer, aujourd'hui, ils sont quand même arrêtés, quoi. Il y a un gars qui a fait un documentaire sur le mouvement en Chine, qu'il a mis sur Internet, il a été arrêté direct. Il y a une répression aussi accrue sur les étudiants étrangers qui étudient en dehors de la Chine, qui parfois après rentrent, et avec des pressions familiales fortes, en fait, sur la famille qui est restée en Chine, pour contrôler ça, quoi. Voir les cas qu'on a pu voir dans la presse, sur des agents en fait, de la police chinoise qui débarquent dans un pays, qui embarquent un gars et qui le mettent dans un avion direction la Chine. Voilà, on ne va pas faire de pronostic sur quand ça va éclater, comment et tout, mais on voit quand même les germes d'un cocktail explosif entre une classe ouvrière de plusieurs centaines de millions de membres, avec une certaine expérience de la lutte de classe depuis maintenant un certain temps, une jeunesse, notamment estudiantine, pas dupe, pas totalement de la propagande du régime, avec des formes de politisation. On n'a bien sûr pas encore, en tout cas on n'a pas connaissance de l'existence de l'embryon d'un parti révolutionnaire communiste qui serait nécessaire pour mener à bien cette révolution. Mais voilà, des événements politiques qui rendent la perspective de mouvements sociaux et d'une politisation en Chine, en fait, pas si utopique dans les années et décennies à venir. Mouvements sociaux qui, au vu de la place de la Chine aujourd'hui dans l'économie mondiale, ne seraient pas cantonnés à la Chine, mais auraient un impact bien sûr politique directement sur la planète, quoi. On était long, mais on a quand même un peu de place pour débattre de tout ça. C'est un sujet ultra vaste, mais du coup, n'hésitez pas à intervenir et on peut faire un tour de parole à partir de maintenant.